Bonjour à tous, ici Steve Austin qui vous parle. Alors on va directement enchaîner avec la partie 2 de mon interview avec Chris Jericho, mais d'abord, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. And that's the bottom line, cause Stone Cold said so. Maintenant, avançons dans le temps un petit peu, on se retrouve à Raw le 17 avril 2000. Tu bats Triple H pour le titre WWE, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Écoute, c'est une autre excellente histoire, Steve. Donc j'ai fait mes débuts lors de cette promo face à The Rock, et directement après j'ai commencé à me perdre, j'étais très peu utilisé, et j'affrontais surtout les catcheurs de bas de carte. J'enchaînais les défaites contre ce mec, contre ce type, etc. Et la semaine avant cet épisode de Raw en 2000, j'avais perdu contre Viscera. Et je me dis que si c'est tout ce qu'il y a pour moi, perdre contre Viscera, franchement ça vaut pas le coup. Donc je me rends à l'arène pour Raw et je compte discuter avec Vince. Je vais lui demander de soit m'utiliser, soit me libérer de mon contrat. J'arrive dans les couloirs, je me dirige vers le bureau de Vince, mais là je croise l'un des scénaristes et il me demande ce que je fais. Donc je lui explique que je vais voir Vince McMahon pour lui demander de m'utiliser ou de me libérer de mon contrat. Et là le scénariste me dit je crois pas que tu devrais faire ça. Et je lui demande pourquoi. Et il me répond parce que ce soir je vais remporter le titre suprême WWE. Donc là je comprends pas trop, je suis étonné et je lui demande de répéter, je lui demande de m'expliquer ce qui se passe. Et là on m'explique le scénario. Donc en gros je vais battre Triple H et Earl Hebner, l'arbitre, va effectuer un tombé un petit peu rapide. Donc un peu plus tard, lors de Raw, je vais devoir rendre le titre à Triple H. Et donc si c'était un test de la part de Vince McMahon, et clairement je pense que ça l'était, eh bien je pense que j'ai réussi. Car voici le truc, en gros Triple H m'a dit écoute, calme-toi, ralentis et écoute-moi lors du match. Et je rappelle que là on est encore dans mes 6 premiers mois à la WWE, et honnêtement il y a beaucoup de termes que je ne connais pas, qu'on ne m'avait pas appris notamment à la WCW. Donc Triple H m'a simplement dit ralentis et écoute-moi. Et encore une fois je rappelle qu'à cette époque je n'aimais pas Triple H, je savais qu'il ne m'aimait pas, mais au final je lui faisais confiance dans le ring. Et j'avais raison car au final il a orchestré un excellent match. Et quand vous voyez la réaction de la foule quand je remporte le titre, la salle a littéralement explosé. Donc si c'était un test et que Vince avait besoin d'une réponse, eh bien voici sa réponse. Et je me rappelle qu'après le match je suis allé dans une salle où il y avait un miroir. Car rappelez-vous que moi mon unique rêve c'était de devenir champion intercontinental un jour, et là je deviens le champion suprême de la fédération, le champion du monde WWE. Et je me souviens que je me suis regardé dans cette glace avec le titre, et je me suis dit si la terre explose maintenant, si le monde prend fin, eh bien en tout cas je serai le champion du monde WWE. Mais comme je l'ai expliqué, je devais rendre le titre le soir même car Triple H allait le récupérer, donc je suis allé redonner la ceinture à Vince McMahon en coulisses en lui disant que ça faisait bizarre, et là Vince m'a dit t'inquiète pas, tu l'auras bientôt à nouveau. Et là je me suis dit oh mon dieu, Vince c'est pas le genre de mec à te lâcher ça comme ça ou à faire de fausses promesses, donc je pense vraiment que ce match contre Triple H à Raw était l'occasion pour Vince McMahon de voir ce que j'allais faire, de voir ce que j'allais donner dans le ring mais également avec la foule, et à mon avis j'ai eu 10 sur 10 pour les deux. Et je pense que c'est là que je me suis enfin débarrassé de cette image d'ancien catcheur WCW qui ne sait pas trop catcher avec le style WWE et qui ne peut pas devenir un main eventer. Et attends Steve, voici la meilleure partie. Donc le lendemain nous sommes à Philadelphie et j'ai un Lumberjack match contre The Rock. Et au final suite à une intervention c'est moi qui remporte le match, donc je bats The Rock ce qui est énorme. Et à cette époque, à la fin du show, la personne qui remporte le main event prenait le micro pour parler à la foule et faire une petite promo. Donc je prends le micro et la foule était en délire et là je les remercie, je leur dis qu'ils ont vraiment été un excellent fucking public. Et là directement je me rends compte de mon erreur, donc je me retourne vers Jerry Lawler qui était au bord du ring et il me regarde avec un air genre oui, tu viens de dire ça devant tout le monde. Car bien entendu, il y a des jeunes dans le public, donc habituellement nous n'avons pas le droit d'utiliser des insultes. Honnêtement, je ne pense pas que ça a choqué le public, mais nous sommes à la WWE et tu n'as pas le droit d'utiliser ces termes. Donc je retourne en coulisses, directement je vois Vince McMahon et là il se dirige vers moi et il me tend sa main donc il veut me féliciter. Et là, comme un abruti, je lui demande s'il a entendu ce que je viens de dire. Et là d'un coup il s'arrête et il me demande « Qu'est-ce que t'as dit ?» Il n'avait pas entendu, donc je fais genre « Ah non, rien, t'inquiète, j'ai rien dit. » Mais là, il insiste et il me demande ce que j'ai dit à la foule. Donc je lui explique que je viens de dire à la foule qu'ils étaient un fucking bon public. Et là, il répond simplement « Oh, Jericho !» Et il s'en va. Donc j'étais dégoûté parce que c'est tellement rare d'avoir les félicitations et une embrassade avec Vince McMahon après un match, et j'étais à 2 doigts d'avoir mon câlin et mes félicitations, mais au final, il est parti. Mais en tout cas, Chris, tu devais être plutôt content car à la WCW, tu étais considéré comme un cruiserweight, comme un poids léger. Alors que dorénavant à la WWE, tu es un main eventer, tu es une superstar, et on ne te limite plus à la division cruiserweight. On avance maintenant en 2001 pour le pay-per-view Vengeance. Lors de ce show, tu bats The Rock et moi-même Stone Cold Steve Austin, donc 2 des plus grandes stars de ce business lors de la même soirée. Et il me semble que tu as parlé de ces victoires pendant pas mal de temps.
Par rapport à cette soirée, beaucoup de personnes me demandent pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas des membres de ma famille au premier rang pour pouvoir célébrer avec moi. Et la raison pour laquelle il n'y avait aucun membre de ma famille, Steve, c'est parce que je ne savais pas que j'allais remporter les 2 titres jusqu'au jour même. Et la manière dont j'ai découvert que j'allais remporter les 2 titres lors du même soir, c'est quand j'étais au catering, donc en train de manger en coulisses, et c'est à une époque où Vince McMahon passait encore nous voir de temps en temps au catering. Vince était à côté de moi, il était en train de parler avec The Undertaker, et clairement je pouvais l'entendre, il savait que je l'entendais, donc il a commencé à parler à haute voix, et il a dit: Hey Taker, tu sais comment est-ce qu'on peut dire que le business est en train de tomber dans les chiottes? C'est quand on se retrouve à devoir donner le titre à Chris Jericho. Et là il se casse, il s'en va, il passe à côté de moi sans rien dire. Et donc je me dis, attends, mais il est sérieux là? Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'allais remporter les titres lors de Vengeance. J'avais entendu des rumeurs et je crois que tu m'en avais parlé, Steve. Peut-être que Pat Patterson m'en avait parlé également. Sauf que Kurt Angle était venu me dire que c'est lui qui allait remporter les titres, donc je n'étais pas sûr jusqu'à cette phrase de Vince le jour même. Ok, parce que ça allait être ma prochaine question, je voulais savoir si Vince t'avait accueilli dans son bureau pour t'expliquer comment allait se passer ton règne. Bah non, justement Steve, pas cette fois-ci, mais il le fera pour mes prochains règnes. Mais j'avais eu quelques autres petits indices par rapport au fait que j'allais gagner, notamment 2 semaines avant Vengeance, je t'avais affronté lors d'un show télé et tu m'avais battu. Et j'avais demandé à Paul Heyman si c'était vraiment intelligent que tu me battes juste avant le tournoi de Vengeance, et Paul Heyman m'avait simplement répondu Just do it, fais-le, t'inquiète pas. Donc clairement, Heyman sentait qu'il allait se passer quelque chose pour moi lors de Vengeance. Mais c'était vraiment très bizarre parce que je n'arrêtais pas de perdre contre tout le monde jusqu'à ce que je remporte ce mini tournoi à Vengeance. Au lieu que la WWE me build, au lieu qu'ils essayent de me construire, j'enchaînais les défaites jusqu'à ce que je remporte les titres. Et en fait c'était pour que cette victoire sorte de nulle part, mais du coup je n'étais pas vraiment un champion très over. Et du coup Chris, raconte-nous comment est-ce que tu te sens après avoir remporté ces titres lors de Vengeance. Alors je me rappelle que je retourne dans les vestiaires et tout le monde était parti. Il n'y avait plus personne dans les vestiaires, il y avait simplement un rouleau, une sorte de tapis, donc je me suis assis sur le tapis pour essayer de vivre le moment, pour essayer de profiter de ce moment. J'essayais de réaliser ce qui venait de se passer. Et je me rappelle que quelques années plus tard, Roddy Piper m'a dit que les catcheurs qui catchent dans le main event, on les place avec le plus de solitude. C'est un job rempli de solitude parce que quand tu as fini et que tu retournes en coulisses, tous les autres catcheurs sont déjà partis et donc tu es souvent seul. Donc il n'y a pas eu de grande célébration après que j'ai remporté les titres, c'était simplement moi tout seul avec mes 2 ceintures assis dans les vestiaires. Et le lendemain, je crois que nous avions un show vers Anaheim, donc je me rends là-bas avec ma voiture de location et quand j'arrive, je prends une chambre dans un hôtel Hilton et là je leur demande absolument à manger car je n'avais pas mangé depuis le pay-per-view. Le restaurant de l'hôtel fermait à minuit et il était minuit moins 5, mais malgré tout, on m'a dit que ce n'était pas possible et on a refusé de me laisser manger à l'hôtel. Donc à la place, l'employé de l'hôtel me donne un menu pour me commander une Domino's Pizza. Donc je vais dans ma chambre, je prends mes 2 ceintures, je les regarde et je me dis que c'est vraiment super cool, puis je les pose sur mon lit et je me commande une pizza. Et 30 minutes plus tard, le livreur arrive mais il ne peut pas monter jusqu'à ma chambre donc il me demande de descendre dans le lobby. Donc je descends, je vais chercher ma pizza puis je remonte et là je me rends compte que j'ai oublié mes cartes dans ma chambre d'hôtel donc je suis enfermé à l'extérieur de ma chambre. Donc je descends à l'accueil et j'explique à l'employé que j'ai laissé mes clés dans la chambre et je lui demande de m'en faire une nouvelle. Mais là, il me demande une pièce d'identité. Et je lui explique que je n'ai pas de pièce d'identité, tout est dans la chambre. Mais du coup, il me répond qu'il ne peut pas me faire de nouvelles clés car il a besoin d'une preuve. Donc là, j'hallucine et je lui dis, mec, je viens de check-in il y a 15 minutes avec toi, c'est toi qui m'as donné la clé à la base pour ma chambre. Au final, l'employé me dit qu'il doit m'accompagner jusqu'à ma chambre pour vérifier que je ne mens pas. Donc on monte jusqu'à la chambre, il a la clé mais il me demande de ne pas rentrer car il doit vérifier que je ne mens pas. Donc il me demande ce qu'il y a dans la chambre, ce qui se trouve dans la pièce. Et je lui réponds, quand tu entres dans la chambre, tu vas voir 2 ceintures sur le lit, parce que je suis le champion undisputed, le champion incontesté de la WWE. Donc il entre, il vérifie, il me dit que je ne mens pas, et je lui réponds que c'est ce que j'essaie de lui expliquer depuis un quart d'heure. Donc là, je suis énervé, je me pose au bord du lit, et ma pizza tombe et se renverse par terre. Donc en gros, voici mon repas pour ma première soirée en tant que champion. Est-ce que j'ai eu du homard? Non. J'ai eu une pizza remplie de poussière à moitié froide, parce que l'employé ne voulait pas me laisser rentrer dans ma chambre. Et donc Chris, avançons encore un petit peu, en 2003 pour WrestleMania 19, tu affrontes Shawn Michaels. Et honnêtement, je pense que c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai vu de ma vie et clairement le meilleur match de la soirée. Shawn Michaels remporte le match et après vous faites un câlin, c'est un beau moment, mais là d'un coup, tu lui portes un low blow, c'est la trahison. Petite précision, c'est le premier WrestleMania de Shawn Michaels depuis son retour. Son dernier, c'était WrestleMania 14 où il m'avait affronté. Donc il effectue son retour, tu lui donnes un excellent match
il remporte le match, mais derrière tu le trahis, et donc tu repars avec une hit phénoménale. Au final, il n'y a pas de perdant. Oui, Steve, et c'est une leçon que Vince McMahon et Pat Patterson m'ont enseignée. Car honnêtement, au début, je me demandais pourquoi est-ce que je devais perdre ce match. Je me disais que je devais gagner, que je devais battre Shawn Michaels. Mais à ce moment-là, honnêtement, j'étais encore assez jeune, j'avais 32 ans et je réfléchissais de cette manière. En toute honnêteté, Steve, je dirais que je ne suis pas réellement devenu Chris Jericho avant 2008, et là, nous sommes en 2003. Tu te rappelles de Pat Patterson, il était clairement tellement intelligent, c'était un petit peu un génie, c'était Yoda quand nous étions tous les jeunes Jedi. Et l'idée originale c'était que Shawn Michaels remporte le match, mais c'est Pat Patterson qui a ajouté cette petite trahison après le match avec ce low blow. C'est lui qui m'a expliqué que remporter le match ne m'apporterait pas grand chose, alors que cette trahison me donnera une hit monumentale. Et un autre détail par rapport à ce match, Steve, c'est la première fois que Shawn Michaels et moi étions dans le ring ensemble. Et je me rappelle qu'un jour j'étais dans un magasin en train d'acheter de l'équipement et d'un coup j'ai eu un flash, une illumination. Et je me rappelle que je suis allé vers la caissière et je lui ai demandé si elle avait un bout de papier et un stylo. Et tout ce qu'elle avait c'était un ticket de caisse, donc elle m'a donné un ticket de caisse et un stylo et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit différentes idées et d'un coup en fait j'ai imaginé tout le finish de notre match avec Shawn Michaels. Littéralement ça m'est venu en 5 minutes alors que j'étais dans un magasin. Puis on se retrouve à Seattle pour les répétitions, donc je vais voir Shawn Michaels et je lui dis écoute Shawn, j'ai quelques idées et il me répond moi aussi. Donc je lui dis écoute de mon côté j'ai préparé toute la fin du match et il me répond écoute c'est parfait parce que moi de mon côté j'ai préparé tout le début du match. Donc on a pris ses notes, on a pris mes notes, on les a mis côte à côte, et au bout de 10 minutes c'était terminé, on avait booké notre match. Alors que Steve, tu sais qu'habituellement ces répétitions peuvent prendre énormément de temps, en 10 minutes on avait terminé de préparer notre match. Il m'a dit qu'il adorait toutes mes idées, et moi j'adorais toutes les siennes, donc c'était parfait. C'est pour vous expliquer à quel point c'était notre destinée que de s'affronter à WrestleMania. Et il faut savoir que tout ça a commencé lors d'un segment qui a un petit peu eu lieu au hasard. C'était lors de mon talk show, le Highlight Reel, Shawn Michaels était invité, et le segment s'est terminé avec un super kick, j'étais à terre, et quand on est retourné en coulisses, Vince McMahon nous regardait et il nous fixait. Et il nous a dit, vous sentez là, vous sentez ce que je sens de l'argent. I smell money. Donc quand il nous a vu Shawn Michaels, Chris Jericho ensemble, il a senti qu'il y avait quelque chose et une rivalité qui était possible. Et donc derrière j'ai commencé à rêver, je me suis dit attends, est-ce que je vais vraiment pouvoir avoir un match contre Shawn Michaels? Car Shawn Michaels était l'un de mes catcheurs préférés, j'ai toujours eu 3 catcheurs préférés, Shawn Michaels, Ricky Steamboat et Owen Hart. Ce sont les 3 catcheurs dont je me suis inspiré pour ma carrière. Et à l'époque, je savais que les plans pouvaient changer à tout moment, mais je priais et je demandais au ciel, s'il vous plaît, ne changez pas les matchs, ne changez pas ce match, ne changez pas les plans. Et environ 2 mois avant WrestleMania, on nous annonce qu'on va bien faire la rivalité Shawn Michaels contre Chris Jericho, et là je me dis, oh mon dieu, c'est comme un rêve. Et l'idée au final, c'était quasiment un shoot, c'était inspiré de la vie réelle, c'était un petit peu l'ancien maître de Kung Fu, le maître des arts martiaux Shawn Michaels, qui avait préparé cet élève qui avait inspiré Chris Jericho, mais au bout d'un moment, forcément, l'élève pense qu'il peut battre le maître. Et on a proposé une bonne histoire qui fait que les gens souhaitaient nous voir s'affronter à WrestleMania, et honnêtement je suis fier de ce match, c'est mon match préféré de tous les matchs que j'ai eu à WrestleMania. Avançons maintenant en 2005, ton contrat avec la WWE prend fin, et il n'y a pas de renégociation, qu'est-ce qui se passe ? Écoute, encore une fois, c'est peut-être que j'ai un ego surdimensionné ou que je crois trop en moi, mais je m'étais retrouvé à nouveau dans le milieu de la carte. Et honnêtement, je n'ai pas trop de problèmes par rapport au fait d'être au début, au milieu ou à la fin du show, ou même être avant le show ou lors du post-show. Mais par contre, j'ai besoin de sentir que je suis dans le mix, qu'on m'utilise et qu'on pense à moi. J'ai besoin de contribuer au meilleur niveau auquel je peux le faire. Et en 2005, j'en étais au point où je suis simplement là, je suis là. Et comme on en parlait quand on parlait de l'époque des territoires, c'est comme si ma période dans ce territoire avait pris fin, c'était le moment d'y aller, c'était le moment de passer à autre chose. Et à ce moment-là, ça faisait 15 ans que je faisais ça, c'est incroyable, ça faisait déjà 15 ans que je catchais, aujourd'hui tu me diras ça fait 30 ans. Mais honnêtement là, ça faisait 15 ans et je me disais que peut-être c'était la fin, peut-être que j'allais arrêter et que c'était la fin de ma carrière en tant que catcheur. Je n'avais plus cette flamme en moi, honnêtement je n'avais plus cette passion. Je ne m'amusais plus. Et je commençais à être un petit peu amer en me disant mais qu'est-ce que je fais? Je suis là et je ne fais rien et je veux pas être dans cette situation. Je veux pas simplement être là, je veux faire quelque chose dont les gens se rappellent, dont les gens se souviendront. Et je me rappelle que je me disais que ça n'arriverait pas. Donc je me suis dit que quand mon contrat prendra fin, je quitterai la fédération. Et je ne dis pas que je pensais que je n'allais plus jamais revenir, mais je vais vous comparer ça en prenant une métaphore en utilisant les pizzas. Vous savez, parfois vous avez super faim et vous avez envie d'une pizza, donc vous mangez, et au bout d'un moment vous avez tellement mangé que vous n'en pouvez plus de cette pizza, et vous ne voulez plus la voir, vous ne voulez plus en entendre parler pendant 6 semaines, pendant 12 semaines, pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que l'envie revienne. Et c'est ce que j'ai ressenti à l'époque avec le catch, j'en avais marre du catch, je ne voulais plus entendre parler du catch à cette époque en 2005.
J'étais en plein burn-out et j'étais prêt à quitter ce business. Et en gros, le burn-out était combiné au fait que j'avais l'impression que je ne contribuais plus à la WWE. Et quand j'en ai parlé à Vince, il m'a dit, tu sais Chris, même moi parfois je rêve de pouvoir prendre une pause, mais je ne peux pas. Car flash spécial, information pour tout le monde, Vince McMahon est également un être humain. Et de temps en temps on voit ce vrai côté, on voit le côté humain de Vince, surtout avec les catcheurs en qui il a confiance. Mais donc je lui ai dit que j'avais besoin de quitter la fédération et le dernier jour de mon contrat était SummerSlam 2005. Donc je lui demande qu'est-ce qu'il veut faire et il me répond qu'on verra à SummerSlam. Et je lui demande s'il est sûr, je lui demande s'il veut qu'on ajoute une stipulation, par exemple un match où le perdant doit quitter la fédération. Et il me dit non, t'inquiète, tu vas faire ton match normal à SummerSlam et ensuite tu partiras et on ne donnera pas d'explication. Donc on se retrouve à SummerSlam avec Jericho contre Cena. Et quelques jours avant SummerSlam, je reçois un coup de fil de Howard Finkel. Vince McMahon faisait toujours faire son sale boulot à Howard Finkel, et donc Howard m'appelle pour organiser mon voyage pour lundi à Raw et mardi à SmackDown, mais là je lui réponds que je ne serai pas présent à Raw et à SmackDown, mon contrat prend fin lors de SummerSlam. J'avais expliqué la situation à Vince et au final il ne voulait rien faire, donc moi j'avais déjà d'autres plans et j'avais prévu d'emmener ma famille à Disney World après SummerSlam. Et j'avais clairement demandé à Vince, t'es sûr que tu veux rien faire d'autre pour mon départ? Et il m'avait dit non, jusqu'à une semaine avant SummerSlam où au final il a changé d'avis. Sauf que là je réponds que ce n'est pas possible, je dis non à Howard Finkel, et derrière je reçois un coup de fil d'un Vince McMahon super énervé. Et donc là il m'appelle et il me dit c'est quoi ton problème? Tu veux pas mettre d'autres catcheurs en avant? T'as un deal kayfabe au Japon, c'est ça? Et je lui réponds mais qu'est-ce que tu racontes Vince? Un deal kayfabe au Japon? Mais non, pas du tout, c'est toi qui m'avais dit clairement que tu n'aurais plus besoin de moi après SummerSlam. Donc moi du coup j'ai fait ma vie et j'ai prévu un voyage à Disney avec ma famille. Au final on discute pendant plusieurs minutes et on trouve un deal, on se met d'accord. Et tu sais très bien Steve, au final Vince McMahon gagne toujours. Et au final je perds à SummerSlam puis lors du show suivant je me fais virer par Eric Bischoff. Et donc on a des mecs de la sécurité qui me traînent et qui me soulèvent par les jambes et les bras et je suis en train de gueuler comme une poule mouillée enragée pendant qu'on est en train de m'évacuer de Raw et c'est de cette manière que je voulais quitter la WWE. À l'époque je me disais si c'est la fin de ma carrière, alors je veux que ça se termine de cette manière. Je veux pas le grand dernier match avec les hommages et les on t'aime, etc. Je veux qu'on me traîne par la rampe pendant que je pleure et que je supplie qu'on me laisse mon travail. Comme une vraie poule mouillée. Et après ce segment, à cette époque, en toute honnêteté, je ne savais pas si j'allais revenir un jour à la WWE ou dans le monde du catch. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, que j'ai pris des cours pour devenir acteur. Je savais que je n'allais pas devenir la prochaine superstar d'Hollywood, mais je voulais m'amuser et je voulais apprendre. Je voulais apprendre de nouveaux arts, par exemple être un acteur, faire de l'impro. Je voulais étendre mes horizons. Et c'est ce que j'ai fait. Et justement, tous ces cours d'acting et d'impro, ça m'a appris à m'engager et à m'investir dans un personnage pour y croire à fond et le vivre. Parce que si tu y crois, c'est comme ça que les gens y croiront également. On avance encore un petit peu et on se retrouve maintenant en 2008 à No Mercy, un ladder match contre Shawn Michaels pour le titre. Oui, mais avant ça, Steve, laisse-moi t'expliquer ce qui est arrivé juste avant. Quand j'ai enfin décidé de revenir dans le monde du catch en 2007, c'est parce que je venais de voir le match entre Shawn Michaels et John Cena à WrestleMania. Et honnêtement, j'avais totalement arrêté, je ne regardais pas, je n'allais sur aucun site de catch en ligne, je ne suivais plus ce qui se passait dans le monde du catch. Comme je t'avais dit, burn-out, mais d'un coup j'entends qu'il va y avoir John Cena contre Shawn Michaels à WrestleMania. J'adore le travail de John Cena, j'adore le travail de Shawn Michaels, et je me rappelle que quand j'ai vu le match, je le regardais et j'étais jaloux, car je me disais que je veux faire ça. Je sais que je peux le faire car je l'ai déjà fait avec les deux catcheurs, avec Cena et avec Michaels. J'étais vraiment très jaloux et je me suis dit que c'est l'heure de revenir. Et donc quand j'ai effectué mon retour, j'étais une sorte de version light de Y2J. J'avais les cheveux courts, un look différent, et honnêtement les gens n'ont pas forcément apprécié, ils ne se sont pas rapprochés de mon nouveau personnage. Et j'avais plus ou moins les mêmes catchphrases qu'il y a 3 ans, donc c'était un petit peu une sorte de personnage nostalgie. Et ça ne me paraissait pas correct, ce n'était pas le bon choix. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je fasse une Kiss. Donc à la manière du groupe Kiss, il fallait que j'enlève le maquillage et que j'évolue, que mon personnage évolue. Donc à partir de là, j'ai laissé tomber le compte à rebours, j'ai arrêté de porter des pantalons et je me suis mis en slip, et j'ai effectué un heel turn. Tout ce qui était over et avait fonctionné pour mon ancien personnage, je l'ai laissé tomber pour recommencer à zéro, repartir de rien. Et c'est là que cette nouvelle rivalité avec Shawn Michaels a démarré, et ça nous a mené à ce super match à No Mercy, ce match de l'échelle. Et voici ce qui est spécial par rapport à ce match, souvent quand les gens me demandent quel est ton match préféré de ta carrière, et ben c'est ce match qui me vient directement à la tête, ce ladder match contre Shawn Michaels. Bien entendu à cause de la qualité du match, tout ce qu'on a fait dans le ring, la créativité et la prise de risque, mais surtout parce qu'on a eu tout un angle qui a mené à ce match, alors qu'à la base on était simplement censé s'affronter une fois un soir, mais Shawn et moi on a discuté en coulisses et on s'est rendu compte qu'on n'avait rien pour les prochains mois.
Donc on a commencé à construire toute cette storyline qui a commencé en avril et ce match de l'échelle a eu lieu en octobre. Et quand j'ai changé, quand j'ai fait évoluer mon personnage, je n'avais pas peur de tuer la poule aux œufs d'or. Et j'ai clairement précisé à tous les commentateurs de ne plus jamais m'appeler Y2J. Les cheveux ont changé, la tenue a changé, les catchphrases ont changé, on doit recommencer à zéro avec quelque chose de nouveau. Et à cette époque, lors de l'évolution de mon personnage, la WWE venait de sortir un DVD sur la fédération AWA. Et personnellement, c'est ce que je regardais quand j'étais jeune, quand j'ai grandi. Et cette fédération, la AWA, était centrée sur le catcheur Nick Bockwinkel pendant une grande période. Et que faisait Nick Bockwinkel? Il portait toujours des costumes et il utilisait de grands mots, des mots compliqués. Et les gens n'aiment pas quand tu utilises des mots compliqués parce que tu donnes l'impression d'être plus intelligent qu'eux. Tu donnes l'impression que tu veux être supérieur à eux. Et l'autre chose qui est sortie au même moment et que j'avais regardé, c'est un film qui s'appelle No Country for Old Men. Et il y avait un personnage très calme qui expliquait « Écoute, je vais te tuer, et c'est comme ça que ça va se passer ». Au contraire de certains méchants qui s'excitent en mode « Ouais, je vais te tuer, etc. etc. » Là, tu avais quelqu'un de très calme. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai baissé le volume, et je me rappelle que parfois je parlais tellement doucement qu'il y avait des gens dans le public qui gueulaient « Mais parle plus fort, on t'entend pas !» Mais justement c'était le but, parce que maintenant tu dois te concentrer et tu dois vraiment tendre l'oreille pour m'écouter, et là je t'ai avec moi, tu seras à fond dans la promo. Et c'est comme ça que parfois j'arrivais à tuer les chants What de la foule, parce que je parlais tellement doucement que les gens ne pouvaient pas gueuler What, sinon ils n'allaient pas entendre et comprendre ce que je dis. Donc tous ces petits détails combinés ensemble ont créé ce nouveau personnage. Un Jericho qu'on n'avait jamais vu auparavant et ça a vraiment marché. J'étais le heel ultime et j'avais besoin du babyface ultime, le gentil parfait pour pouvoir lancer ma gimmick, et Shawn Michaels était l'adversaire parfait. Alors maintenant on avance jusqu'en 2016, tu fais encore évoluer ton personnage, et là tu introduis une nouvelle gimmick, la liste de Jericho. Alors déjà, quand on parle de la liste, il faut parler de Jimmy Jacobs, parce qu'à l'époque, quand je faisais mes segments, je préparais tout avec le scénariste Brian Gervitz. Mais quand je suis revenu à la WWE, Brian n'était plus là, donc je me suis dit avec qui je vais bosser. Sachant qu'en plus, je n'aime pas écrire mes segments avec un scénariste, et je n'aime pas devoir demander la permission. Mais il y avait ce Jimmy Jacobs qui était en train de devenir scénariste, et je leur ai dit que ce gars a l'air cool, donc mettez-le avec moi. Et c'est Jimmy Jacobs qui a eu l'idée de la liste de Jericho. Donc l'idée était très simple, j'ajoutais des personnes à cette liste, et en fait ce qui a vraiment permis à cette liste d'exploser, c'est la manière dont les gens l'ont vendue. Par exemple, il y a un segment où je devais ajouter le New Day à la liste, et donc avant le segment, je leur ai dit en coulisses, quand je vous ajoute à la liste, quand je dis votre nom, il faut vraiment que vous le vendiez comme si c'était quelque chose d'énorme, et que vous étiez vraiment gêné par le fait que Jericho ajoute votre nom à la liste. Il faut vraiment le vendre comme si c'était la pire chose sur Terre, que Jericho ajoute votre nom à la liste. Si vous le vendez pas, alors je serai mort et le segment ne fonctionnera pas. Et le New Day est excellent, donc bien entendu, ils l'ont parfaitement vendu. Et ça fonctionnait tellement bien qu'au bout d'un moment, je voulais voir quel pop j'allais recevoir, juste pour le moment où j'allais cliquer sur le stylo, je voulais voir quel pop pouvait recevoir un stylo. J'avais toutes ces idées un petit peu folles, par exemple, est-ce que je pourrais pas recevoir une pop pour le moment où je dis le mot hit? Donc j'avais toutes ces petites idées et je commençais à être persuadé que je pouvais rendre n'importe quoi over, je pouvais faire fonctionner n'importe quelle catchphrase. Et ça prouve que quand tu as confiance en toi, il n'y a rien qui peut te toucher. Par contre, si tu n'as pas confiance, et tu le sais très bien Steve, ça t'est arrivé, ça m'est arrivé, burn-out. Tu commences à tout remettre en question. Et c'était à l'époque où j'utilisais beaucoup le terme « stupid idiot ». Et je me rappelle que Vince McMahon m'a dit « Tu sais quoi, je ne laisserai personne d'autre dire ça, mais toi je te laisse parce que tu sais le vendre, tu sais le faire marcher. Toi quand tu le dis, tu y crois et donc tu arrives à avoir de la hit. » Alors qu'honnêtement, Steve, c'est l'insulte la plus pourrie d'un enfant niveau CP. Stupide idiot, stupid idiot. Mais si tu y crois quand tu le dis, tu peux avoir de la hit. Et c'est ça tout l'art de la promo, c'est la confiance que tu as en toi. Avançons maintenant à un autre segment mythique, le Festival of Friendship entre Kevin Owens et toi. Et d'ailleurs au passage, est-ce que vous êtes amis Owens et toi? Ah ouais, carrément Steve, on est amis. Et encore une fois, ça sort un petit peu de nulle part. Kevin Owens et moi, on était censés faire un segment ensemble à Londres. Et je me rappelle qu'après notre segment, je me suis dit, ce mec est drôle. Il a quelque chose de spécial, il comprend ce qu'il doit faire. Donc oui, c'est un ami, et en plus, il y avait cette sorte d'alchimie à l'écran quand on travaillait ensemble. Mon objectif avec le Festival of Friendship, c'était que ça démarre comme un clip de David Lee Roth et que ça se termine comme le Red Wedding de Game of Thrones. Et ce que je voulais par rapport au moment où Kevin Owens allait me trahir, pour comparer ça à un film d'horreur, si par exemple un méchant vient et te tue par derrière, bah tu ne l'as jamais vu venir et il n'y a pas de build-up, il n'y a pas de hype. Alors que dans le film, si tu ouvres la porte et que là le meurtrier est devant toi avec une hache, alors petit à petit tu te recules et tu commences à avoir peur, donc il y a ce moment qui se hype, qui se build-up, jusqu'au moment où il te
tue. Donc je voulais créer cette angoisse chez les fans qui comprendraient avant moi que Kevin Owens va me trahir. Donc le scénariste Ed Koskey et moi, on prépare tout cet angle, on le présente à Vince, et c'est validé, tout se passe bien. Puis on se rend à Las Vegas pour le show, et le soir du show, Vince McMahon n'était pas présent à l'arène. Et du coup, les personnes qui étaient en charge de Raw le soir même ont décidé de tout modifier. Ils m'ont dit que c'était trop de la comédie et que ça ne fonctionnerait pas, et moi je leur ai dit qu'on ne changera absolument rien. Mais ils m'ont dit que c'était stupide, ce n'était pas drôle, et de toute manière, Vince McMahon n'est pas là, donc ils vont tout changer. Mais là, je leur ai dit, jamais de la vie, je vais appeler Vince. Ils m'ont répondu qu'il était dans son avion, et j'ai dit que c'était pas un souci. À ce moment-là, je vais lui envoyer un SMS et il me répondra. Donc j'écris un SMS à Vince McMahon et je lui demande « Hey Vince, est-ce qu'on va toujours faire le Festival of Friendship comme c'était prévu, vu que tu avais tout validé ?» Et il me répond « Oui bien sûr, aucun souci, on ne change rien. » Donc je prends mon téléphone et je vais montrer la réponse de Vince aux personnes qui étaient en charge de Raw ce soir-là. Je vais pas donner de nom. On fait le segment, et honnêtement d'ailleurs ça nous donne un des meilleurs segments de l'histoire moderne de Raw. Et ensuite quand on retourne en coulisses pour leur défense, je dois avouer que les personnes qui voulaient modifier le segment ont avoué qu'au final ils avaient tort et qu'on avait raison. Il ne fallait absolument rien modifier et c'était parfait comme ça. Et donc Chris, tout ça nous mène à un match entre Kevin Owens et toi à WrestleMania, mais ça mène aussi à un problème, parce que votre match se retrouve à la 2e position sur la carte. Oui Steve, et en plus à la base, il faut savoir que Kevin Owens était champion universel à ce moment-là, et donc les plans de base étaient que Kevin Owens garde le titre jusqu'à WrestleMania, et que l'un des main events de WrestleMania soit Kevin Owens contre Jericho pour le titre. Et ce qui était prévu, c'est que je remporte le titre à WrestleMania pour la première fois en tant que babyface dans ma carrière. Par contre, je leur avais également expliqué que je devais à nouveau quitter la fédération un mois après WrestleMania, et donc là les officiels m'avaient dit écoute, pas de souci, tu gagnes le titre à WrestleMania et un mois plus tard tu le perds contre Brock Lesnar, et voilà, ça nous donnera un bon match. Et comme ça Brock devient champion et moi je peux partir faire ma tournée avec mon groupe Fuzzy. Mais la semaine suivante je commence à entendre les choses, je commence à entendre des rumeurs, Goldberg est là, Brock Lesnar est là, et au final les plans changent. Tu sais quoi, c'est pas grave, ça arrive. Je suis un grand garçon, je connais le business, je sais comment ça se passe. Goldberg et Brock Lesnar sont deux très gros noms, donc forcément le match va faire vendre, va faire parler, je comprends, même si à mon avis il va moins faire vendre que l'histoire qu'on avait avec Kevin Owens. Mais pour info, Vince ne m'en parle pas, il ne m'informe pas des changements. Après en toute honnêteté, Vince n'a pas à s'expliquer, il ne me doit pas quoi que ce soit. Mais du coup je vais le voir et il m'explique que pour telle et telle raison, on aura Goldberg contre Lesnar pour le titre à WrestleMania, et je lui dis ok, pas de souci. Et ce n'est que quelques semaines plus tard que j'ai réalisé qu'on sera le 2e match de la carte de WrestleMania. Et là, honnêtement, par contre, c'était inacceptable pour moi. Ça m'a vraiment dérangé parce que c'était la meilleure histoire de Raw à cette époque. Et ok, très bien, on n'a pas à être le dernier match de la carte, mais tu peux au moins nous placer dans la 2e moitié de la carte, ou alors à la limite, mets-nous en premier, le premier match de la soirée, ça au moins ça va. Parce que le premier match de la soirée, c'est une énorme responsabilité et c'est une place importante dans la carte. En toute honnêteté, notre match valait mieux que ça, notre match était plus important que la place de 2e match sur la carte. Et j'y crois toujours, je suis toujours du même avis aujourd'hui. Mais du coup, Chris, à quel moment est-ce que tu es parti officiellement ? Alors tout ça s'est passé en mars 2017 et j'ai quitté la fédération en avril 2017. Comme tu le sais, je le répète, je n'ai jamais eu de problème à partir quand je sens que c'est le moment, il faut y aller. Parce qu'encore une fois, je vais vous rappeler la période des territoires dans laquelle on a grandi, toi et moi, Steve. À l'époque des territoires, tu restais 6 mois ou 1 an dans une fédération, et au bout d'un moment, quand tu n'avais plus rien à faire, quand tu avais fait le tour, tu partais dans un autre territoire. L'objectif était de toujours garder cette fraîcheur pour ton personnage. Tu vas pas devenir le catcheur inintéressant que tout le monde a déjà vu parce qu'on sait qu'il sera toujours là année après année. Tu restes maximum 1 an ou 2 par territoire, comme ça tu te renouvelles à chaque fois, et tu catches devant différents publics, donc il n'y a jamais d'overdose de la part des fans. Et donc Chris, avec tout ce que tu as accompli durant ta carrière à la WWE, maintenant que tu as quitté la fédération, quand tu regardes ta carrière, quel est ton avis sur la WWE ? J'ai adoré travailler pour la WWE, j'ai adoré travailler pour Vince McMahon. J'aimais le fait que Vince McMahon et moi, on se poussait jusqu'à nos limites. J'avais une super relation avec Vince McMahon, beaucoup de rire, beaucoup de joie, beaucoup de verres également partagés ensemble. On a vraiment passé de très bons moments à l'époque, notamment quand je présentais Tough Enough. Je me rappelle de moments par exemple dans le jet privé de la fédération avec Vince McMahon, Triple H et d'autres officiels. Les autres s'endormaient mais Vince et moi on restait réveillés, on buvait des verres et on écoutait les Rolling Stones et AC/DC, les 2 groupes préférés de Vince McMahon, donc tu ne pouvais pas te tromper. Et quand on a atterri à White Plains aux alentours de 5h du matin, Vince m'a demandé « Bon, qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Et je lui ai répondu que j'allais au lit, donc je lui ai demandé ce qu'il allait faire, et il me répond que lui il va à la muscu. Et je me dis mais comment est-ce que tu peux aller à la salle de muscu maintenant à 5h du matin alors qu'on a bu toute la nuit ?
On est totalement bourré et je dois me lever dans 2 heures à 7 heures du matin pour aller faire des interviews. Et Vince me répond, bah moi je dois me lever à 6h30. Et donc je lui dis, écoute, moi je vais au lit et toi de toute manière tu mens, je ne te crois pas. Et quand je me réveille à 7 heures du matin, je prends mon téléphone et je vois que Vince McMahon m'a envoyé une photo. Et c'est une photo de lui en train de faire une session de sport à la salle de muscu. Et il y a marqué Vince McMahon 1 point, Chris Jericho 0. Et il devait avoir dans les 71 ans à cette époque. Mais donc comme je l'ai dit, j'ai adoré travailler pour la WWE, mais au bout d'un moment j'avais besoin de partir, j'avais besoin d'avancer et de faire plus. Et je savais que je pouvais faire plus. Et donc comment est-ce que tu as mis en place ton passage à la New Japan, Chris? Le nom qui va encore une fois revenir, c'est Don Callis. À cette époque, Don Callis était l'un des commentateurs de la New Japan. Et j'avais entendu parler de Kenny Omega, mais honnêtement je ne connaissais pas grand chose sur le type. Donc Don me contacte et il me dit, tu sais, Kenny Omega est la plus grande star de la New Japan. Et qu'est-ce que tu penserais d'un Kenny Omega contre Chris Jericho? Et il faut savoir qu'il y a une connexion parce que tous les trois, Don Callis, Omega et moi, nous sommes de la même ville, nous sommes de Winnipeg. Et c'est ce qui était le plus intriguant pour moi au fond. Mais par contre, j'avais toujours dit que je ne travaillerais pour personne d'autre que Vince McMahon. Donc je parle avec Don, je parle avec les officiels de la New Japan, et pour info, le booker principal de la New Japan est un catcheur avec qui je faisais équipe au Japon en 94, il s'agit de Gedo. Et tout le monde était pour ce match, pour Chris Jericho contre Kenny Omega. Et derrière, ça a mené à la signature d'un très bon deal. Mais du coup derrière, je me dis, maintenant, il faut que j'appelle Vince, il faut que je lui annonce, et du coup je suis super nerveux, j'avais vraiment peur de l'appeler. Je me rappelle que j'étais à un show de Fozzy, et donc j'appelle Vince, et je lui explique que j'ai cette opportunité au Japon pour main-eventer le Tokyo Dome contre Kenny Omega. Et je lui dis que je veux le faire car je pense que ça va vraiment être génial. Et il me dit, écoute, vas-y, pas de problème. De toute manière, tout le monde sait que tu es un mec de la WWE, donc en même temps, ça nous fera de la pub pour nous. En gros, tu représenteras le drapeau de la WWE au Japon. Donc c'est de cette manière que ça a commencé, et honnêtement, Steve, les gens se sont réellement investis dans cette storyline, ça nous a mené à des chiffres records. Et le match était tout simplement incroyable. Si tu prends en compte le système des étoiles pour noter le match, alors c'était simplement le meilleur match de ma carrière. Et encore une fois, ça a mené à une évolution de mon personnage, parce que quand j'ai commencé la rivalité avec Kenny Omega, je me suis rendu compte que ce mec en slip et la veste avec les lumières, ça ne fonctionnait pas, ce n'était plus moi. J'étais devenu quelqu'un de plus violent. Je me sentais comme un tueur en série, et donc je me demandais à quoi ressemblerait un tueur en série si c'était un catcheur. Et donc j'ai utilisé un petit peu de maquillage à la Alice Cooper, également une inspiration un petit peu de Jack the Ripper, cette veste avec les pics, le chapeau, etc. Et ça a mené au Painmaker Chris Jericho, qui est bien entendu un jeu de mots sur le Rainmaker, le personnage de Okada. Et ça a tellement fonctionné, c'était tellement over, que ça m'a permis d'être la tête d'affiche du Tokyo Dome pour 3 années d'affilée. Encore une fois, tout est une question de confiance. Et petite anecdote Steve, je me rappelle que quand on était en coulisses dans les vestiaires avec Kenny Omega et qu'on était en train de préparer notre match, j'ai demandé à Kenny si on devait faire valider nos idées par quelqu'un, si quelqu'un devait approuver toutes nos idées. Et là, Kenny me répond, mais de quoi tu parles? Approuver quoi? On fait ce qu'on veut et c'est tout. Et c'est ce que je ressentais là-bas, au final on est tous aux commandes, car on présente le show ensemble. Et je me rappelle que c'est là que le catch est redevenu fun pour moi. Et ce n'est pas que le catch n'était pas drôle à la WWE, mais quand je suis allé au Japon, le catch s'est transformé en autre chose, un autre monde pour moi. Et je me suis rendu compte que mon instinct avait raison de vouloir quitter la WWE. Et donc Chris, comment est-ce que ton passage à la New Japan a mené à la création de la AEW? Ben c'est marrant parce que quand j'ai affronté Kenny Omega au Tokyo Dome, le lendemain, le soir suivant, j'ai eu un petit angle avec Tetsuya Naito, un autre catcheur de la New Japan, et je l'ai attaqué dans le ring. Et en gros, c'était pour planter une graine au cas où je reviens à la New Japan pour pouvoir lancer une rivalité avec Naito. On n'avait pas encore de deal pour continuer avec la New Japan, mais ça allait arriver. Et là, d'un coup, je reçois un coup de fil de Vince McMahon qui me dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Je croyais que tu m'avais dit que ce serait qu'un match et t'as déjà un autre angle avec Naito. » Et j'explique à Vince qu'en gros, j'ai attaqué Naito le lendemain pour pouvoir partir avec ma hit. Comme ça, si je reviens pour relancer la rivalité, j'ai de la hit contre Naito, et si je ne reviens pas, au pire, on aura fait juste une petite attaque. Et j'espérais clairement faire plus avec la New Japan, mais il y avait également un prix à payer. Il devait me payer la bonne somme pour que je puisse revenir et être le main eventer qu'il souhaitait, et au final, ils sont revenus avec une nouvelle offre, et donc on a continué notre collaboration. Et à cette période, on a également eu le premier show de la WWE en Arabie Saoudite. Et à la base, quand Vince m'a appelé pour ce show, il m'a demandé d'affronter The Undertaker en Arabie Saoudite. On devait avoir Chris Jericho contre The Undertaker dans un casket match, un match du cercueil. Mais une semaine plus tard, j'appelle Vince pour lui dire que je vais retourner à la New Japan et affronter Naito. Et quelques jours plus tard, j'apprends qu'au final, mon match a été modifié en Arabie Saoudite. À la place, ce sera Rusev qui va affronter The Undertaker. Et moi, j'ai été placé dans une bataille royale. Donc j'appelle Vince pour lui demander pourquoi est-ce qu'il a modifié le match, et il me dit qu'apparemment c'est le prince d'Arabie Saoudite qui a demandé à ce que le match soit modifié.
Et honnêtement, j'y ai pas trop cru, ça me paraissait bizarre comme explication, mais je comprenais pourquoi est-ce que Vince avait effectué cette modification. Parce que maintenant, je vais à nouveau apparaître à New Japan, donc il a pas forcément envie de me mettre en avant contre The Undertaker. Mais en tout cas, à cette époque, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui pouvait sûrement mener à un truc encore plus grand. Et c'est là que j'ai commencé à parler avec Tony Khan. Et donc dorénavant, tous les mercredis, on peut proposer la AEW à tout cet univers, à tous les fans. Et pour info, depuis la pandémie, pendant 4 mois, il n'y avait plus du tout de fans lors des shows. Puis petit à petit, on a commencé à accueillir de la foule à nouveau, ça a commencé avec 300 personnes. Puis une autre fois, c'était 500 personnes, et là, lors du dernier pay-per-view, on avait 1400 personnes présentes dans la salle. Et ça donnait l'impression d'être au Madison Square Garden. Parce qu'il y a enfin des gens de retour dans la salle. Le fait d'avoir une sorte de réaction, un retour des fans, ça fait tout pour les catcheurs. Parce que je me rappelle qu'il y a quelques mois, quand il n'y avait personne, j'avais un match contre Orange Cassidy, et après le match, il m'a demandé par rapport à une prise, s'il l'avait vendue trop longtemps, s'il avait sell trop longtemps. Et là, je me suis retourné vers lui et j'ai dit « Je sais pas. Je sais pas en toute honnêteté, parce que normalement c'est la foule qui te fait comprendre quand tu fais quelque chose pendant trop longtemps. Donc comment est-ce que tu peux juger une prise, un mouvement ou une promo quand il n'y a pas de public? Normalement tu juges par rapport aux réactions des gens, mais là nous n'avons plus de réactions. Donc oui Steve, on commence à accueillir à nouveau de la foule et ça va augmenter de plus en plus, et bientôt on repartira en tournée, et de toute manière la situation va s'améliorer en général, notamment avec les vaccins, etc. Mais en tout cas c'était une preuve de la part des fans, ça montrait leur loyauté, parce que durant toute cette période, les fans sont restés avec nos deux compagnies, que ce soit la AEW ou la WWE. Mais en tout cas, Chris, encore une fois, félicitations par rapport à toute ta carrière, et c'était un plaisir de t'accueillir à cette émission. Ben merci Steve, et c'était également un plaisir, outre le fait que ce show soit historique parce que waouh, c'est la première fois qu'un catcheur AEW apparaît dans une émission WWE, mais honnêtement ce n'est même pas à propos de ça, c'est à propos du business et du catch. On aime ce business, on respecte ce business, et je m'en fiche du nom ou de la marque, on veut que ce business continue. Je veux que des enfants le découvrent comme quand toi et moi on était enfants et qu'on a découvert le catch. Et comme je te l'ai dit, moi je ne suis jamais quelqu'un qui regarde en arrière, parce que ça sert à quoi de regarder en arrière et de faire le beau par rapport à tout ce que t'as fait. Mais j'avoue que là, en regardant tous ces extraits et en passant cette émission avec toi, ça m'a fait chaud au cœur. Donc merci à toi, et merci à la WWE et à Vince McMahon de me permettre d'être ici, et merci également à Tony Khan, car il a également donné son autorisation pour que je puisse être ici ce soir. Tout ceci va au-delà d'une entreprise, là on est ici pour l'amour du catch, et il n'y a personne qui aime plus le catch que toi ou moi Steve. Et avant de terminer Chris, dernière question, pendant combien de temps est-ce que tu penses que tu vas continuer à faire tout ça et à catcher ? Eh bien écoute Steve, tant que je pense que je ne serai pas une parodie de moi-même, je continuerai. C'est un petit peu comme toi, tu ne voulais pas revenir dans les rings si tu n'étais pas à 100% l'ancien Stone Cold Steve Austin. Eh bien le moment où je sens que je ne pourrai plus être Chris Jericho à 100%, j'arrêterai. Mais actuellement je suis tellement dans une bonne période de ma carrière, dans un bon endroit, avec d'excellents catcheurs, que actuellement pour moi c'est encore fun. Donc peut-être 1 an, peut-être encore 2 ans, je ne sais pas. Et une fois que tu prendras ta retraite des rings, Chris, qu'est-ce qu'il y aura après ça ? Bah écoute, grâce à toi Steve, il y aura déjà mon podcast Talk is Jericho, qui est l'un des podcasts les plus écoutés de la planète. Bien entendu, je continuerai mon groupe Fozzy. Actuellement, on a 5 clips qui ont été dans le top 30 aux US, et maintenant on est signé chez Sony Music. Mais j'ai également la Jericho Cruise chaque année, j'écris des livres, j'ai une émission de radio. Écoute, je saurais m'occuper Steve. Mais en tout cas, quand j'étais petit, je rêvais d'une chose, c'était de catcher, et 30 ans plus tard, Dieu merci, je suis encore là, et même si ça s'arrête demain, imaginons, je ne pourrai jamais me plaindre de la carrière que j'ai eue. Donc voilà, c'est tout pour la traduction de l'interview de Chris Jericho. J'espère vraiment que cette vidéo en 2 parties vous a plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!